Je vous propose vous avez l'ordre du jour, hein, on va le dérouler sans problème. Peut-être que la question 5 qui concerne le partenariat avec la Banque des Territoires, on y reviendra. On va le laisser de côté parce que comme de toute manière, on n'a pas tous les éléments et pour ne pas traiter deux fois le sujet, on attend d'avoir une délibération complète. C'est pas un problème, hein, c'est le renouvellement d'une convention que l'on a, mais je vous propose de ne pas le traiter ce soir et de le reporter à un prochain comité syndical après, en ayant tous les documents. En dehors de ça, on va essayer de faire la totalité de l'ordre du jour. Il me faut, si vous le voulez bien, un secrétaire de séance. Qui est-ce qui peut assurer le secrétariat de séance? Alors, ce n'est pas un élu dans la salle, parce qu'en dehors de moi, il y a du monde, mais il n'y a pas d'autres élus dans la salle. Donc, Alain Le Tessier, je suis candidat. merci Alain pour ta candidature qui est bien évidemment acceptée. Ok. Vous avez le compte-rendu de la réunion du 3 février que je soumets à votre approbation. Est-ce que vous avez des remarques sur le compte-rendu de cette réunion? S'il n'y a pas de remarques, on peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Eh bien, merci. Les travaux du bureau aussi, vous avez les délibérations qui ont été prises par le bureau, hein, sous sa responsabilité. Et nous commençons directement l'ordre du jour avec la mise en œuvre du forfait mobilité durable pour nos personnels. Je vais peut-être demander à Christelle Beurrier, qui j'ai vu en photo, enfin non, en écran, et si elle veut bien nous présenter ce point, Christelle. Oui, bonjour Président, bonjour à tous. Donc, vous l'avez certainement vu dans les collectivités respectives. Donc, c'est la présentation donc, du forfait mobilité durable pour nos agents. Donc, simplement pour vous rappeler que ça avait été mis en vigueur donc, au 11 mai 2020. Ça concernait donc la fonction publique, les trois versants pour l'État, la territoriale et l'hospitalière, et que contrairement à la fonction publique d'État, c'est une délibération qu'on doit prendre dans les collectivités pour l'assumer de manière volontariste. On a 3 décrets qui ont été publiés en décembre 2022 qui ont étendu l'utilisation d'autres services de mobilité partagés que le covoiturage à l'usage d'un engin de déplacement personnel motorisé, avec un moteur propre évidemment, au cumul de ce forfait avec un remboursement partiel d'un abonnement de transport en commun de manière rétroactive au 1er septembre 2022. Donc, ça vise bien à encourager nos personnels pour leur déplacement entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail, évidemment. Les modalités de mise en œuvre, donc vous voyez qu'il y a de nombreux moyens de transport qui sont désormais éligibles. On y retrouve bien sûr les vélos, le covoiturage en tant que conducteur ou passager, l'engin de déplacement personnel motorisé, et puis bien sûr, il faut que ce soit des moteurs non thermiques, et enfin les véhicules à faible émission, donc en service d'autopartage. On a donc fait une proposition d'un montant de forfait qui est calculé en fonction du nombre du jour d'utilisation du mode de transport durable. Donc, vous voyez, 100 € pour 30 à 59 jours, 200 € pour les agents qui feront 60 à 99 jours et 300 € quand ils s'engagent à faire cette mobilité propre pendant au moins 100 jours. Et donc, je vous l'ai dit, le décret autorise le cumul donc, du versement forfait mobilité durable avec un versement mensuel de remboursement aux frais de transport public et aussi aux abonnements à un service public de location de vélos. Et puis, il peut donner lieu à une prise en charge. Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Voilà, donc, simplement d'instaurer le forfait mobilité durable à compter de l'année 2023, de faire intervenir le versement du forfait mobilité, d'inscrire au budget et de charger le président de faire exécuter la bonne instance de délibération. Très bien, merci beaucoup Christelle. Vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je propose de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc voilà, le forfait de mobilité durable est attribué à nos personnels. Le point suivant, il s'agit de désigner un représentant du pôle au sein des instances du CEREMA. Alors, je vous rappelle que nous avons adhéré au CEREMA pour une durée de 4 ans. C'était en décembre 2022, hein, lors d'une
séance de ce comité syndical. Je vous rappelle aussi que ça permet de s'impliquer et de contribuer à renforcer l'expertise publique territoriale, mais ça nous permet aussi de participer directement ou indirectement à la gouvernance du CEREMA par le biais de soit du conseil d'administration, soit du conseil stratégique, soit des comités d'orientation régionaux, et également de participer aux conférences techniques territoriales. Ça nous permet bien sûr d'avoir un accès privilégié et prioritaire à l'expertise du CEREMA en direct. On peut poser des questions comme ça. Et quand on a une étude particulière sur une prestation précise, on a un abattement de 5%. Et bien sûr, c'est toujours intéressant de faire partie d'une communauté d'élus et d'experts et de bénéficier des prestations et des informations qui sont quelquefois faites pour d'autres collectivités et qui peuvent nous servir. Nous vous proposons de participer pour l'essentiel au comité d'orientation régionale. C'est là où on pose candidature, ça nous semble le plus important. On verra plus tard si on va au conseil stratégique, au conseil d'administration. Mais pour ce comité d'orientation régionale, nous vous proposons la candidature de Benjamin Vibert, notre collègue du Pays Belgardien, qui est volontaire, mais s'il y a un autre candidat, qu'il puisse se présenter. Pas d'autres candidats. Benjamin, tu es en ligne, tu veux dire un mot? Oui, merci, Président. C'est bien volontiers que je représenterai le pôle au CEREMA. Et donc, pour moi, il n'y a absolument aucun souci. Merci. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Eh bien voilà. Benjamin Vibert peut ajouter une nouvelle ligne sur sa carte personnelle. Voilà. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. On passe au Grand Genève, à l'actualité transfrontalière, notamment par le retour sur l'Assemblée du GLCT. Peut-être d'ailleurs un retour rapide sur une manifestation à laquelle je participais en fin d'après-midi. Il s'agissait, organisé par l'Université de Genève, de fêter, enfin de saluer les 50 ans des accords de 73 qui ont mis en place la CFG. Toute la journée, il y a eu des présentations extrêmement intéressantes. Moi, je n'ai pu y participer qu'à la en fin de journée, dans une table ronde qui était à la fois vive, intéressante, et qui a fait, on y reviendra sans doute, qui a ouvert des pistes sur les possibilités de financement nouveaux concernant notre territoire métropolitain. Donc, quand on aura les actes, parce qu'il y aura des actes de ce dossier, on en parlera et je pense que d'ailleurs, ça nous permettra peut-être à cette occasion-là de faire un point interne au pôle pour échanger sur ce dossier. Je pense que le dossier qui doit sortir de cette manifestation peut être extrêmement intéressant et être un bon appui pour un débat au sein du pôle métropolitain. Voilà, c'était une nouvelle toute fraîche. Je reviens sur le GLCT du 16 mars qui avait lieu aussi dans cette salle, où le premier point concernait le pacte Grand Genève en transition, et c'était surtout pour revenir sur la signature de la charte du 26 janvier qui s'est passée dans d'autres conditions, mais pour dire que le pacte... Voilà, que Pacte, qui est un programme Interreg, se termine dans quelques jours, je crois, fin avril. Fin avril, et se pose des questions de la suite. On n'a pas apporté de réponse, à mon avis. La discussion était intéressante, mais il n'y a pas eu de réponse. Peut-être que Sébastien, s'il est là, il peut nous en dire un mot de tout ça. Sébastien Javogue. Oui, je suis bien là. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Si tu veux dire un mot rapide sur ce pacte. Alors, sur Pacte, je veux bien dire un mot rapide. Par contre, je ne peux pas faire le retour des débats que vous avez eus en GLCT, parce que je n'étais pas au début du GLCT. Voilà. Donc, Mais ça, je l'ai dit, on a discuté, mais revenir. il n'y a pas eu de prise de décision. On s'est dit, il va falloir voir comment on fait pour les perspectives 2023.
Ouais. Alors moi le retour en tout cas technique que je peux vous faire et les discussions qu'on a eues en GTT transition écologique, c'était surtout de l'alerte parce qu'en effet le programme Interreg s'arrête, qu'on a encore vraiment du pain sur la planche, sachant qu'on attaque que la partie de rédaction des actions, donc le deuxième grand volet de Pacte. Et la question, en fait, surtout des moyens humains mis à disposition par nos différentes collectivités et au bénéfice financier aussi du programme Interreg. Voilà, c'est le cœur un peu de la question. Donc, ce qu'on a demandé aux équipes techniques, c'est une évaluation de ce qui resterait, du temps humain qui resterait à porter pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos réflexions de pacte, pour qu'on puisse évaluer quelle quantité RH, quelle finance, où est-ce qu'on va chercher les sous et comment nos 8 collectivités du Grand Genève souhaitent continuer à collaborer pour l'élaboration de pacte. Voilà un petit peu rapidement le retour de nos discussions qu'on a eues en GTT et que je pense vous avez dû remonter. Je ne reviens pas sur toute la pertinence et l'utilité des sujets qu'on est en train d'aborder, sur les questions de gouvernance, sur les questions financières dans ce cadre-là, mais voilà, en tout cas, il nous faut vraiment statuer rapidement sur notre capacité à porter Pacte jusqu'au bout, notamment avec cette partie RH et financière qui est importante à discuter. Merci. On a interrogé indirectement, puisque c'est la région qui portait, qui était en charge, en responsabilité du projet Interreg. On attend une réponse pour savoir comment ça doit se passer. On s'est prononcé, moi, au nom du pôle métropolitain, mais il y a eu d'autres interventions dans le même sens, notamment celle du canton de Vaud et du canton de Genève, pour dire qu'il fallait continuer. C'était important d'avoir les moyens, et notamment les moyens que nous donne un programme Interreg, pour enchaîner. D'autant plus que l'Interreg 6 qui est en cours, dans ces thématiques, a très précisément la transition écologique, ce qui n'était pas le cas d'Interreg 5. Donc, c'est plus facile, en plus, de déposer un dossier. Voilà, on en est là. Ouais, mais il ouais, n'y a alors, pas eu alors de ju- juste, Christian, quand même, une petite alerte de nouveau technique sur Interreg 6. Il va falloir qu'on soit subtil si on repostule, parce que de ce qu'on croit comprendre, je ne sais pas si ce serait bienvenu de dire qu'on n'a pas eu le temps de finir Interreg 5 et qu'on repostule sur le 6. Vous voyez, voilà, donc Il il faudrait va être falloir subtil, aussi, comme tu dis. voilà, il va falloir qu'on apporte ça correctement. Mais quoi qu'il advienne, le temps de postuler, le temps du retour, le temps de ci, le temps de nia, il va falloir qu'on dégage des moyens RH pour Pour continuer terminer le le chouette 5. boulot qui est fait, quoi. Ouais. Très bien. Merci. Sur ce point pacte, vous avez des questions ou des remarques? Je ne vois pas de main qui se lève. Après, peut-être un dernier point, Christian, le travail sur la gouvernance et le point finance avec les différents entretiens qu'ont eu avec les élus et les techniciens. Il y a un travail de compilation qui est en cours pour on commence à aborder le retour de ce point avec des éléments qui seront assez intéressants à mettre en débat, avec des vrais questionnements sur les moyens et l'organisation qu'on souhaite avoir pour mener à bien toutes les actions de Pacte, hein. Très bien. On a ensuite, sur l'aménagement du territoire, bien discuté de manière importante de la VTT, en revenant sur les ateliers PACA, en revenant sur le comité d'orientation politique. On a donné notre avis en disant que il fallait que l'on se fasse une pause et que l'on ait un échange politique sur les grands choix. Et cette idée générale a été retenue, mais je vais laisser le soin à Vincent Scatolin de peut-être nous préciser, ça sera peut-être l'occasion de nous préciser où on en est, nous, dans l'engagement qu'on a pris pour proposer une contribution du pôle métropolitain lors du comité syndical du mois d'avril, donc c'est le prochain, et accompagné d'ailleurs des
contributions des EPCI qui voudront bien les faire parvenir. Donc, Vincent, si tu veux faire le point, on a eu une réunion récemment à ce sujet. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. En fait, la contribution que l'on souhaite émettre ou mettre au vote du prochain Conseil syndical, elle émane aussi de la réunion du temps politique du 22 février dernier, qui avait réuni l'ensemble des élus du Genevois français, qui ont déterminé à peu près 7 items importants pour poursuivre le travail sur la vision territoriale transfrontalière après le temps d'échange politique. Il s'agit notamment d'avoir une nécessité d'une vision du développement du futur du canton de Genève intégré à la VTT, qui faisait partie des sujets qui n'étaient pas, que le pôle métropolitain arrive à faire entendre sa voix sur la répartition, sur les conditions d'accueil entre emploi et logement, qui est un des sujets, la nécessité de co-traiter certains sujets avec nos partenaires, notamment les sujets de développement ferroviaire, développement routier, la nécessité de travailler avec sur des nouveaux mécanismes de financement et la nécessité d'avoir des réunions plus régulières. L'objectif, très clairement, c'est de pouvoir, au regard du résultat du temps d'échange politique que nous avons eu le 22 février dernier, de pouvoir bâtir une contribution du pôle métropolitain qui rappelle la nécessité de débattre des équilibres, d'avoir un débat politique, mais également que cette contribution, elle puisse être améliorée, amendée, corrigée par les contributions des intercommunalités. Nous avons une conférence aménagement, je crois que c'était mercredi dernier. Nous avons présenté ce que j'ai dit très brièvement aujourd'hui et que je détaillerai au mois d'avril prochain. Et les intercommunalités nous ont précisé qu'elles allaient nous faire remonter également leurs contributions. Je le rappelle, je crois que c'est important de montrer que la ligne des partenaires français est claire, à la fois sur les problématiques de fond dans le cadre de cette VTT, mais également sur les éléments qui concernent des territoires plus spécifiques et qui relèvent plutôt du niveau des PACA et du niveau des différents focus proposés dans le cadre des PACA. Merci. Et j'ai dans les mains là le projet de délibération dont tu viens de parler, qui vous sera diffusé dès demain pour prendre toutes vos remarques. Hein. Il est le résultat du travail que l'on a fait ensemble, ce que Vincent vient de dire. Et on peut encore bien évidemment l'enrichir. Hein. C'est un document important parce qu'en fait, ce qui est important, et on le verra au mois d'avril, bien sûr, c'est que ça précise bien la position du pôle métropolitain, unanime, je l'espère, de l'ensemble des EPCI, qui, eux, auront à être plus précis sur leur propre territoire, mais sur les conditions de réussite d'une organisation, d'un projet territorial commun. Je pense que c'est une déclaration de politique transfrontalière qui sera très, très, très importante et marquante. Donc, prenez bien le temps de lire ce document que vous aurez demain ou après-demain chez vous, de manière à ce que le travail pour le 27 avril soit le plus partagé possible. Pas de questions sur l'organisation? Ça vous va? C'est bon? Eh bien, merci. Ensuite, il y avait la lettre de mission d'un suivi politique des réalisations du projet d'Aglo. On relance le processus PA5, en faisant le bilan des PA4 pour aller vers le PA5. Et on a décidé, le GLCT a décidé que ce suivi serait assuré par le bureau du GLCT, parce que si on limitait, les 8 structures ne seraient pas présentes. Hein, et je crois que sur un dossier de cette importance-là, il faut que les 8 structures, les 4 françaises et les 4 suisses qui composent le GLCT, soient présentes. Donc, ce suivi politique sera assuré par le bureau. On a ensuite renouvelé le contrat d'application de l'application GeoVélo. Pas de problème particulier, hein, c'est quelque chose qui était en cours. Et le forum d'agglomération est venu présenter son autosaisine
sur le téléphérique du Salève, au nom du GLCT du téléphérique du Salève, auquel je participe. J'ai pu préciser quelques réponses aux questions qui se posaient, en particulier la question principale. Ils avaient quelques doutes ou interrogations sur le maintien d'un vrai service public d'accès au Salève, en pensant que ce serait un service plus ciblé sur un public, on va dire, plus fortuné. Voilà, pas du tout, pas du tout. Je rappelle que le téléphérique est géré par une délégation de service public, donc c'est bien le canton de Genève, Annemasse-Agglo et la commune de Monquier qui ont la direction politique de ce GLCT, et que bien évidemment, c'est un service public qui reste un service public d'accès au téléphérique. Par contre, il a été souhaité que, le forum a souhaité qu'il y ait un travail plus d'études en lien avec le syndicat mixte du Salève aussi, sur le devenir et le maintien de la qualité naturelle du Salève lui-même, ce qui est tout à fait intéressant, et on verra comment on répond à cette demande. Voilà le compte rendu de ce GLCT. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? On a été suffisamment précis? Eh bien, merci. Donc, on passe au point suivant. Il s'agit d'un partenariat et donc d'un financement pour l'expérimentation de bassins de vie transfrontaliers qui est mené par la MOT. La MOT, vous le savez, on est adhérent, hein, je la préside. La MOT, donc je ne participerai pas au vote, hein, mais je peux présenter le dossier, mais je ne participerai pas au vote. La MOT propose dans ses activités, en plus de ses services habituels, des dossiers, des cahiers thématiques qu'elle réalise après avec tout un travail qui a été fait. Le dernier, vous vous en souvenez, c'était sur le télétravail. Il y a eu tout un travail, des réunions qui ont eu lieu. Et là, c'est l'idée, qu'est-ce qu'un bassin de vie transfrontalier? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un bassin de vie transfrontalier? Quelles en sont les spécificités? Comment on peut gérer au mieux un bassin de vie transfrontalier? On est évidemment particulièrement concerné. Cette expérimentation a un coût global de 50 000 €, mais se sont désignés candidats pour participer plusieurs régions, le Duché du Luxembourg et le Sillon lorrain, la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace, la métropole de Nice-Côte d'Azur, Riviera et la Riviera française, et le territoire du Grand Genève, ce qui fait que il y a une participation pour le Grand Genève de 12 000 € qui est répartie entre les différents partenaires, c'est-à-dire la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain, le pôle métropolitain, le canton de Genève et le canton de Vaud. Il n'y a que 5 participants, je vous fais remarquer. Vous cherchez les absents. Je dis ça comme ça. Mais ça nous gêne pas de participer, puisque ça nous reviendra à 2 400 €. Donc, je vous propose de participer à ce travail, hein. Donc, il y aura une étude particulière sur le bassin de vie transfrontalier du Grand Genève. Des questions sur ce dossier? Pas de questions. Donc, je vous propose de le voter. Est-ce qu'il y a des votes? Ah, c'est une info, il n'y a pas besoin de vote. Pardon. Donc, je pouvais parler, je ne vote pas quand même. Très bien. On arrive à un point essentiel, parce qu'il va faire l'objet d'une délibération de principe. Il s'agit de délibérer sur les SCOT de notre territoire. Je pense que c'est une étape importante. Je voudrais, avant de passer la parole à Vincent, saluer le travail qui a été fait entre PCI dans une volonté de coopération tout à fait positive. Et c'est un pas important que l'on fait vers notre propre. On parle de la vision transfrontalière, mais pour avoir une bonne vision transfrontalière, c'est bien d'avoir une vision
organisée déjà de notre propre territoire, qui elle-même s'enrichira de la vision transfrontalière. Donc, c'est une étape importante, même si c'est une délibération de principe, c'est une étape importante. Je laisse Vincent vous la présenter. Christian, tu as présenté le principe de cette délibération de préfiguration du SCOT. Vous le savez, et ça va être la slide qui va apparaître à l'écran. Notre territoire est l'un des plus dynamiques de France, avec un taux de croissance démographique de 2,5% par an depuis 10 ans et qui relève d'énormes défis en termes d'aménagement du territoire, en termes d'équilibre dans les emplois, en termes de préservation des espaces naturels, des espaces agricoles, en termes de mobilité évidemment. Je pourrais vous citer en fait tous les domaines auxquels nous sommes confrontés en tant qu'élus locaux sur notre territoire. Quand nous avons décidé de lancer, ou en tant cas quand nous avons été élus au niveau du pôle métropolitain, un des axes de notre feuille de route était justement de se doter d'outils pour organiser le territoire du pôle métropolitain et tendre vers la mise en place d'un SCOT à l'échelle du pôle métropolitain. Pour mémoire, aujourd'hui, 7 SCOT couvrent le périmètre du pôle métropolitain, avec des SCOT qui dépassent parfois le périmètre même du pôle métropolitain, et je pense évidemment au SCOT du Chablais, au SCOT et au SCOT Cœur de Faucigny. Donc aujourd'hui, un travail a été engagé avec les différentes intercommunalités, avec sous la forme de ce que nous avons appelé un pacte aménagement. Le nom doit être changé pour plutôt évoquer un document qui préfigure l'arrivée d'un futur SCOT à une échelle inframétropolitaine. Et donc, le mandat doit nous permettre de mettre en œuvre cette dynamique. Plusieurs discussions se sont faites avec les différentes intercommunalités et nous avons recueilli sur les derniers mois 5 délibérations de territoire, de PCI, qui nous ont indiqué leur volonté d'entrer dans cette démarche de préfiguration du SCOT à une échelle inframétropolitaine. Il s'agit de la communauté de communes du Pays Belgardien qui a délibéré en novembre 2022, de la communauté d'agglomération du Pays de Gex qui a délibéré en décembre 2022, de la communauté d'agglomération d'Annemasse-les-Voirons qui a délibéré le 20 décembre 2022, de la communauté de communes du Genevois qui a délibéré en février 2023 et d'une communauté de communes qui est la communauté de communes du Céron qui ne fait pas partie du pôle métropolitain, mais qui a délibéré en indiquant la volonté d'intégrer la démarche de préfiguration d'un SCOT et cette communauté de communes a délibéré en février 2023. Donc on voit que plusieurs EPCI sont très engagés dans cette démarche d'être plus intégrés à l'échelle de la planification territoriale et à l'échelle du SCOT, comme l'a expliqué Christian, pour aussi avoir un territoire organisé et qui puisse répondre à nos autres partenaires, notamment le canton de Genève et le canton de Vaud. La phase qui s'ouvre aujourd'hui, si la délibération de ce soir est validée, c'est une phase de préfiguration du SCOT. Elle doit déterminer l'organisation pour un transfert de compétences en 2024, en tout cas se donner les moyens d'arriver à ce calendrier, déterminer aussi les enjeux de ce futur SCOT, quels sont nos objectifs, quelles sont les modalités de gouvernance, quelles sont les procédures juridiques et administratives qui doivent être mises en place, et également tout ce qui relève des aspects financiers et des ressources humaines. Vous l'avez compris aussi, on doit porter une attention particulière à la communauté de communes du Céron. N'étant pas actuellement membre du pôle métropolitain, la période de préfiguration du SCOT qui s'ouvre doit nous permettre aussi d'étudier l'adhésion de la communauté de communes au pôle métropolitain du Genevois français. C'est une adhésion qui sera nécessaire à leur participation à l'élaboration du SCOT. En parallèle du travail qui se fait sur la préfiguration du SCOT inframétropolitain, il y a un travail d'interscot qui se poursuit avec les SCOT du Chablais, avec le SCOT du Chablais, le SCOT Cœur de Faucigny, le SCOT du Pays Rochois, avec pour objectif d'assurer un espace de dialogue et une mise en cohérence de ces 4 SCOT qui sont présents, tout ou partie, dans le périmètre du pôle métropolitain et qui participent aux instances et aux discussions de vision territoriale transfrontalière, notamment
et des discussions qu'il y a entre le Genevois français et les territoires voisins. Donc ce soir, c'est une délibération importante parce qu'elle fixe un périmètre qui préfigure le SCOT. C'était un des enjeux du mandat du pôle métropolitain. Elle ouvre une période qui va nous permettre de discuter à la fois du fond et de la forme et de pouvoir engager par la suite dans un délai fixe qui démarrera à partir de 2024, de l'année 2024, qui nous permettra d'engager l'ensemble des territoires sur un travail de SCOT, qui est quand même le document d'urbanisme fondateur sur lequel s'appuient les différents PLU et PLU intercommunaux qui sont menés par les EPCI et par les communes. Donc voilà en quelques mots l'importance de la délibération de ce soir. Et je laisse la place du coup à Christian s'il veut ajouter un mot et puis ensuite au débat. Non, tu es très complet, hein. Je crois que ça nous permet, c'est d'ailleurs la dernière ligne de la délibération, d'engager cette période de préfiguration du SCOT du Genevois français qui permettra de confirmer ou d'informer la volonté des intercos qui ont déjà délibéré. Donc, si ça ne leur plaît pas, elles peuvent revenir en arrière, hein, ce sera le cas. J'espère que ce sera pas le cas plutôt, mais la possibilité est ouverte. Nous allons comme ça d'un pas le plus sûr possible vers un transfert de compétences au 1er janvier 2024. Et au 1er janvier 2024, c'est-à-dire la délibération qui aura lieu à ce moment-là sera une délibération qui créera le périmètre du SCOT à l'intérieur du pôle métropolitain et qui actera tout ce qui a été dit sur l'Interscot. Donc voilà, c'est un point important, mais comme l'a dit Vincent, nous vous laissons le soin de réagir, en particulier aux représentants des différents EPCI concernés. Qui est-ce qui souhaite la parole? Moi, je veux bien, Christian, si c'est Eh possible. bien, Christelle, vas-y. Voilà, d'abord, je pense qu'on avait fixé dès le départ hein, cette trajectoire, donc je trouve que c'est bien d'arriver à ce stade-là, en tout cas de l'avancement. Enfin, moi, les questions que ça me pose, c'est du coup dans le cas particulier de la communauté de communes Île-Séronne, sur laquelle on voit qu'on va devoir étudier finalement peut-être leur adhésion pleine et entière, j'ai envie de dire, au pôle métropolitain. Qu'est-ce que ça suppose comme travail à l'interne? Et puis, voilà, est-ce que ça pourrait se faire rapidement ou pas? C'était ma première question. Est-ce que du coup, leur adhésion, ça devient une condition impérative pour qu'elle fasse partie de la préfiguration du SCOT ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'elle pourrait demain ne pas être adhérente du pôle, mais quand même continuer le travail avec nous? Puis pourquoi pas peut-être demain pouvoir le proposer à d'autres? Et enfin, ma troisième question, ça fait un peu beaucoup, désolée. Mais c'est pour ceux qui, du coup, ne sont pas concernés et concrètement, voilà, nous, sur le Chablais, on a déjà un SCOT qui déplace déjà la limite de notre intercommunalité, finalement, et puis on voit le travail sur le pays Rochoir, Cœur de Faucigny. Pour ces intercommunalités-là qui participent déjà au pôle métropolitain, quid, finalement, de cette préfiguration pour les autres et du coup, pour nous, c'est déjà fait avec le SIAC, évidemment, donc comment on va pouvoir répartir tout ça, en fait? C'est un petit peu ça dans tous ces cas de figure qui s'offrent à nous, mais la diversité fait la force, je suis sûre. Donc, voilà, simplement des questions d'ordre pratico-pratique, presque. Mais c'est des questions importantes. Je laisserai Vincent répondre pour l'essentiel et notamment pour, à mon avis, ce qu'il pourra dire sur le parallèle du travail sur la préfiguration du SCOT et sur l'Interscot. Ce pas des choses qui s'excluent, c'est des choses qui se complètent. Quant à la question très précise que tu as posée concernant Île-Séronne, la réponse, elle est aussi claire. Et nos collègues du Séronne le savent. C'est-à-dire que ils ont besoin d'un peu de temps, hein, le temps de l'année 2024, mais l'adhésion au pôle est bien une condition pour être dans le SCOT du pôle. On ne va pas rechercher, on ne fera pas un syndicat à la carte avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc là, la réponse est claire, ils le savent. Donc soit, et c'est sans doute la démarche qu'ils feront, on progresse, enfin, ils adhéreront au pôle dans les mêmes conditions que n'importe quel EPCI. Il nous semble que dans le périmètre, c'est loin d'être une erreur, puisque aujourd'hui, quand on regarde le rôle de cette communauté de communes, on sent bien que le poids
du Genevois français de Genève devient un point majoritaire par rapport à l'attirance sur Annecy. Hein, c'est une réalité. L'essentiel du territoire penche plutôt du côté du pôle métropolitain. Et nos collègues de Husserl ont dit très clairement qu'ils se sentaient plus proches des réflexions, des conditions de vie, de tout ce qu'on met en place au sein du pôle métropolitain. Et c'est bien dans cette démarche-là qu'ils ont pris cette délibération sur le SCOT. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, et il n'y en a pas. Pour adhérer au SCOT, ils adhéreront au pôle métropolitain. S'ils n'adhèrent pas au pôle métropolitain, ben, ce sera un partenaire extérieur et on travaillera avec eux, mais de manière extérieure. Voilà. Voilà, sur ce point-là, la réponse est claire. Vincent, sur les autres questions. Oui, alors sur le SCOT et l'Interscot, en fait, l'objectif de l'Interscot, c'est justement de faire participer au travail de définition des objectifs de développement territoriaux, des problématiques rencontrées, les SCOT qui sont déjà structurés. Le SCOT du Chablais, le SCOT Cœur de Faucigny, le SCOT du Pays Rochois, de manière à pouvoir échanger avec les présidents de SCOT, avec les membres des bureaux des SCOT, pour pouvoir se mettre d'accord sur des thématiques à aborder lors de conférences. On pense notamment à un sujet qui occupe tout le monde en ce moment, Lausanne. Ça peut être des sujets liés à la question de la protection des espaces naturels et en fait de partager des expériences. On a déjà rencontré à plusieurs reprises les présidents des SCOT. Je crois qu'on a arrêté un périmètre et que les présidents sont d'accord pour intégrer cette démarche. On va leur proposer normalement une délibération aussi de principe d'adhésion à l'Interscot, de manière à pouvoir se rencontrer avant l'été et lancer la démarche d'Interscot qui sera parallèle à la démarche de préfiguration du SCOT à l'échelle inframétropolitaine, sachant que dans l'Interscot, dans les premières réunions d'Interscot, l'ensemble des intercommunalités qui ont dit qu'elles voulaient rentrer dans un SCOT inframétropolitain participeront à ces Interscots. Il y a vraiment l'idée d'être complémentaires et de travailler ensemble, même si les deux démarches sont un peu parallèles. Merci beaucoup, c'est très clair. Ce n'est pas inutile de le rappeler. Voilà, mais c'est très bien. Oui, Président. Oui. Oui, Président, bonjour à tous. Claude Manguillet, voilà. Oui, donc j'avais la même question que Christelle, donc j'ai la réponse en partie, mais je reviens quand même sur la particularité du SIAC, qui a 2 EPCI qui ne sont pas dans le PMJF, il n'y a que Tonneau-Aglo. Donc là, Vincent a répondu sur le travail. Et puis donc, question subsidiaire, quid si un EPCI n'adhère pas sur les 8 là au principe du SCOT? Que se passe-t-il? Tu veux dire ceux qui ont pris une délibération? Par là, est-ce qu'il faut les 8 EPCI pour pouvoir avancer le travail ou pas? Si un n'y va pas, est-ce que tout tombe? Non. Non. En fait, c'est justement l'objectif de la délibération de ce soir. Okay. On a bien listé les EPCI qui avaient montré un intérêt pour préfigurer, pour aller vers le SCOT, donc c'est-à-dire transférer leurs compétences. On remarque que c'est un périmètre infra-métropolitain, mais ça ne bloque pas la démarche qui est engagée par les EPCI qui ont cette volonté, et ça n'oblige pas non plus les intercommunalités qui sont membres du pôle et qui sont dans notre périmètre de SCOT de sortir de leur périmètre de SCOT. Ok, très bien, merci. Merci. Pierre-Jean. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. J'avais 2 observations. La première, c'est que dans la délib de la communauté du Genevois, on s'était donné comme objectif d'un transfert courant de l'année 2024. Je m'explique. Transfert 1er janvier. Concrètement, ça veut dire qu'une bonne partie de l'année, c'est un travail sur les transferts de personnel, de moyens, etc. Alors que l'essentiel, c'est de partager une vision commune, savoir si la vision que l'on a de l'aménagement du territoire est convergente. Et on a un travail sur les VTT dans un premier temps. Donc, ça nous semblait c'est un objectif, hein, bien évidemment, mais ça nous semblait très rapproché de se dire 1er janvier 2024, alors que courant d'année 2024 nous semblait plus réaliste. Voilà.
Tu avais une deuxième remarque, Pierre-Jean, ou pas? C'était précisément, c'était pour en partie répondre au sujet du Cérone. Christian a indiqué qu'ils sont orientés vers le Genevois, mais ils sont aussi orientés vers Bellegarde. En fait, ils sont partagés. Il y a un tiers vers Annecy, un tiers vers le Genevois, vers Genève, Genevois, et un tiers vers Bellegarde. Et donc, dès qu'on a deux tiers vers le pôle, vers le territoire, naturellement, ils convergent vers nous. Voilà. Vincent, tu veux répondre sur la pour la date? question du calendrier, ça a été un point qui a été soulevé par d'autres intercommunalités. En prenant la délibération de préfiguration, il a été précisé dans les débats, on doit se fixer comme objectif 2024. La délibération est ambitieuse en mettant l'objectif du 1er janvier 2024, mais il est clair qu'on prendra le temps nécessaire pour que la base du transfert, et notamment que les objectifs principaux soient validés par tous. Donc on entend bien que cette date reste un objectif et qu'on pourra la décaler dans le temps au regard aussi des travaux qui sont engagés à l'échelle transfrontalière. Et je fais peut-être une proposition, si ça te va, Vincent, parce que c'est vrai que si on mettait transfert de compétences dans le courant du premier semestre 2024. Moi, ça me convient, Président. Pierre-Jean, ça te convient? Oui, ça reste un objectif. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se retrouve avec des réunions techniques politiques dans 15 jours en indiquant que pour tenir le 1er janvier 2024, on ouvre des chantiers organisationnels, financiers, alors que la priorité, c'est de se mettre d'accord sur la vision. Et nos échanges et délibres sur la VTT va être aussi un excellent moyen d'accélérer ce chantier-là. Tout à fait. Donc, on modifie la délibération en disant transfert de compétences dans le courant du premier semestre 2024. Et le plus vite possible, ce sera aussi bien, mais on se donne un petit peu de temps. J'ai Alain Le Tessier. Oui, donc je voulais simplement saluer la démarche parce que ça fait longtemps qu'on attendait qu'il se passe quelque chose au niveau d'un SCOT sur le pôle métropolitain. Donc effectivement, on ne va pas y aller tous en même temps, mais je pense qu'on est dans une bonne démarche pour avoir une véritable analyse et une vision de l'ensemble du territoire du pôle métropolitain. Donc je dirais enfin, il se passe quelque chose et j'en suis très heureux. Voilà, merci. Merci Alain. Christian Abicher. Eh ben, Alain m'a soufflé exactement ce que je voulais dire, quoi. En tout cas, du point de vue de la population, des habitants de ce grand territoire. Enfin, on a besoin de ce SCOT à l'échelle à peu près du pôle métropolitain. Tant pis s'il y en a qui vont un peu moins vite que les autres, mais ça a vraiment du sens. Et puis, enfin, on y arrive. Bravo et continuons. Et j'ai Denis Maire dans la salle. Pour renchérir sur ce qu'a dit Pierre-Jean, je pense qu'effectivement, le plus important, c'est le travail politique que l'on fait. Les questions logistiques et administratives, elles passent bien évidemment après. Et je me félicite de la manière dont on se retrouve aujourd'hui pour construire quelque chose. Et je vais le redire aussi parce que tu l'as dit, Christian, les quelques séances qu'on a eues pour réfléchir ensemble sur la vision territoriale transfrontalière nous poussent à nous organiser. On le voit bien qu'on a un manque quelque part et un défaut de profondeur politique face à Genève. Et je pense que la démarche qu'on commence aujourd'hui, eh bien, elle va le résorber à terme. Merci. Sans obliger personne, mais si Patrice Dunant, Daniel Rapoz voulaient s'exprimer pour le Pays de Gex, et puis, je ne sais plus, Benjamin peut-être, parce que je crois qu'il est le seul représentant pour le Pays belgardien, n'hésitez pas. Oui, pour le Pays belgardien, si vous permettez, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vraiment dans le sens que nous souhaitons. C'est une belle avancée et on se réjouit aussi de retrouver nos voisins de Ussérone dans cette belle aventure. On espère qu'ils partiront dans le même bateau que nous. Ça serait très intéressant. Peut-on avoir une idée de la population de Ussérone? La population d'Ussérone, c'est 15 000 noms. Un peu plus de 20 000, je me trompe, un peu plus de 20 000. 26 000.
26 000 même. Oui. Avec 3 communes de l'Ain et toutes les autres de Haute-Savoie, elles sont 26 au total. D'accord. Merci. Merci, parfait. Bah, quand Oui, on est curieux. Patrice Dunant pour Pays de Gex Aglo. Oui, Patrice, je t'en prie. Oui, donc nous, il n'y a pas de surprise, hein, on est dans cette démarche et Daniel Rafos peut le confirmer puisqu'il est très impliqué sur le sujet. Donc là, par rapport à la délibération telle qu'elle est proposée, ça me semble conforme à ce qu'on souhaite, enfin en tout cas à ce qui est travaillé en commun depuis un certain temps. Donc voilà, moi, je n'ai pas de remarque particulière par rapport à ce qui est marqué là. Et peut-être Daniel peut compléter puisqu'il le suit de façon opérationnelle. Daniel? Oui, ben, je dirais aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Voilà, mais j'adhère à vos propos. Voilà, tu es l'homme des formules. Aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, je pense, est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Alors, si vous le voulez bien, avant de passer au vote, pour être dans le cadre, on va passer à l'appel. Je vais demander à Frédéric Bessa de... Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais procéder à l'appel par intercommunalité. Je vais aussi saluer peut-être tout de suite la présence de Monsieur Gérard Pauli, vice-président du département de l'Ain, qui est connecté avec nous depuis donc le président du département. Et puis, donc, je vais procéder à l'appel des délégués de la communauté d'agglo du pays de Gex. Donc, Monsieur Denis Linglin. Présent. Monsieur Vincent Scatolin. Présent. Monsieur Daniel Raffoz. Présent. Monsieur Patrice Dunant. Présent. Madame Christine Dupont-Loup est Présent. représentée, je crois. Non, elle est présente. Oui, excusez-moi. Présente. Jean-François Aubé. Présent, c'est toi. Il est présent. Madame Aurélie Chariot. Aurélie? Oui, je suis présente. Bonsoir. Oui, elle est là. Merci. Monsieur Hubert Bertrand. Présent. Madame Isabelle Hénico est représentée par Madame Annick Grosroya. Présente. Monsieur Max Giria. Présent. Présent. Ok, monsieur pour Tenon Agglomération, Monsieur Christophe Arminjon, est absent, excusé. Madame Marie-Pierre Berthier est absente et donne procuration à Monsieur Christophe Songeon. Et donc, Monsieur Christophe Songeon, présent. Présent. Oui, merci. Madame Christelle Beurrier, présente. Oui, présente et pouvoir de Kerchuinard. Exactement. Merci. Monsieur Cyril Desmolis. Présent. Merci. Monsieur François Deville. Absent. Monsieur Claude Manillet. Présent. Présent, pardon. Monsieur Jean-Claude Terrier. Absent. Hein. Oui. Ok, alors pour Annemasse Agglomération, Monsieur Patrick Antoine. Je pense qu'il est représenté par Christian Abicher, oui. Oui, ou Bernard Bocard. Je crois que j'ai représenté Bernard Bocard, mais ça n'a pas tout le Pardon, monde. excusez-moi. Ouais. Christian Abicher, représentant de Monsieur Bernard Bocard. Monsieur Yves Cheminal, absent. Monsieur Gabriel Doublet est absent et donne procuration à Monsieur Christian Dupessay. Monsieur Christian Dupessay, oui. Présent. Monsieur Alain Le Tessier, Présent. Monsieur Denis Maire, présent dans la salle. Madame Pauline Plania Cantoreggi, présente également dans la salle. Et Monsieur Jean-Luc Soula, absent. Pour la communauté de communes du Genevois, Monsieur Pierre-Jean Crast. Présent. J'ai le pouvoir de Florent Benoît. Oui, c'est... Pardon.
Elle est de quel interco? Ah, Massaglo. Ah oui, Oui, excusez-moi. Marion est là, Marion Barge. Oui, alors, excusez-moi, oui, effectivement. Marion Barge de Lattre est là, est présente. Donc, en suppléance de M. Soula. Oui, excusez-moi. Donc, Merci. Marion Barge de Lattre. Voilà. Merci. Pour la communauté de communes du Genevois, Julien Boucher. Présent. Madame Carole Vincent. Présente. Monsieur Michel Mermin est excusé et représenté par Marc Meneghetti. Présent. Et donc Florent Benoît, absent excusé. Occupation ok. à Pierre-Jean. À Pierre-Jean. Alors, pour la communauté de communes Faucigny-Glières, monsieur Stéphane Valli. Absent. Monsieur Philippe Monet. Absent. Monsieur Yves Massarouti. Absent. Pour la communauté de communes du Pays Rochois, monsieur Pierrick du Cimetière. Il est excusé. Il ne peut pas se rendre à nous ce soir, oui. Et donc, monsieur Claude Tabuy présent. Et vous, est-ce qu'il vous a donné procuration? Non, je n'ai pas de procuration officiellement. Ok. Et monsieur Eddy Etienne? Absent. Ok, je vous remercie. Et puis pour la communauté de communes du Pays Belgardien, madame Catherine Brun. Présent. Monsieur Régis Petit est excusé et donne procuration à monsieur Benjamin Vibert. Présent. Et donc pour la communauté de communes Harvey-Salève, monsieur Sébastien Javogue. Présent. Et madame Nadine Périnet. Présent. Je vous remercie. Voilà, donc on a bien le quorum. Donc je passe au vote concernant la délibération de principe sur le SCOT, modifié comme on l'a vu pendant le débat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité. Pendant une information sur la journée métropolitaine de l'habitat. Je sais pas. C'est Benjamin. Hein. Benjamin, tu nous en dis 2 mots, d'autant plus que ça sera chez toi. Bah, ça aurait dû déjà l'être, mais malheureusement, la date a été repoussée suite à un petit souci le 9 mars en termes de présence des orateurs. Et c'est juste reculé pour mieux sauter puisqu'elle est reportée au 8 juin 2023. De 9h à 12h. Ça sera très proche de la gare, donc vous pourrez y venir avec le Léman Express. Et je vous invite cordialement à venir participer à cet événement autour de l'habitat dans la très belle salle de la nef du Conservatoire de musique de la ville de Val-Serône. Pour un événement qui avait déjà eu, malgré l'annulation du 9 mars, bon nombre de réservations et de participants qui s'étaient déjà inscrits. Donc, un nouveau succès qui fait écho à la première qui avait été aussi une réussite à Annemasse. Donc voilà, pour le 8 juin, pour la prochaine journée métropolitaine de l'habitat sur la commune de Val-Serône. Merci, nous serons au rendez-vous. Merci. On passe au développement économique et on a une convention de partenariat et de financement avec la French Tech. C'est une reconduction, amélioration, je dirais, puisqu'on a commencé il y a 1 an. Et je vais laisser, c'est Aurélie, hein, Aurélie Charillon, qui nous présente le dossier. Aurélie, je te laisse la parole. Oui, donc là, dans ce projet de convention de partenariat et de financement, comme tu l'as dit, Christian, avec la French Tech du Genevois français, on vous rappelle les 4 missions principales de ce partenariat: d'assurer le plus possible une gouvernance partagée à la fois entre les entrepreneurs, les collectivités, les différents acteurs économiques du Genevois français, avec pour thématique, comme c'est le cas de la French Tech nationale, celui de l'innovation. Ce qui peut être un peu plus important et souligné cette année, notamment lors du conseil d'administration, c'est qu'il y ait vraiment une implication des 6 lieux totems de l'innovation du Genevois français avec la French Tech, qui aura pour conséquence sans doute l'animation de cafés, de l'entrepreneuriat, de conférences sur ces lieux totems. Donc on vous les rappelle, c'est Innogex, c'est Station A Archpark,
Pulse, Innoval, Innolab, le Delta Creek, et puis Faucigny-Mont-Blanc Développement. Il s'agit aussi plus généralement, comme c'est le cas des autres French Tech, d'inscrire les actions dans une dynamique à la fois régionale, nationale et internationale du réseau. Et puis évidemment de l'inscrire pleinement dans le cadre de l'agglomération franco-genevoise. Et ce qu'on retiendra aussi comme fil conducteur dans toutes les actions et qu'on rappelle régulièrement à la French Tech, c'est celui évidemment de la transition écologique en matière d'innovation. Enfin, plutôt d'innovation en matière de transition écologique, c'est l'inverse. Et bien là, on vous rappelle la répartition des différents membres. Donc, il y a quand même 52% donc, des membres qui sont des startups. Et puis après, bon, il s'agit des différents services aux startups, des partenaires, des sponsors et des lieux totems. Vous avez aussi un graphe qui, pour ceux qui ont regardé la répartition par EPCI de ce réseau French Tech. Il est quand même à noter que à 25%, c'est d'autres EPCI ou structures que le Genevois français qui ont adhéré. Donc, je pense à Annecy, à Lyon, etc. Là, vous avez dans le PowerPoint suivant, une synthèse exhaustive de tous les événements qu'il y a eu en 2022. Donc, voilà, ça se répartit à la fois sur des apéros cocorico. Il y a une participation aux assises européennes pour la transition énergétique, pardon. En mois de décembre, un salon Invest in the Alps qui a eu beaucoup de succès. Bon, en fait, il s'agit à la fois de réseauter, d'échanger les compétences et puis parfois de travailler sur des levées de fonds et puis d'identifier par ce réseautage les réels besoins que pourrait apporter, ou la valeur ajoutée plutôt que pour apporter la French Tech via ces actions. Et donc là, je crois que le document suivant vous présente donc, les répartitions des charges et des produits. Donc, la subvention demandée ce soir est de l'ordre de 50 000 € au pôle métropolitain du Genevois français. Donc, c'est vraiment voilà, c'est le soutien principal de cette French Tech, d'où l'importance d'être en étroite, en travail extrêmement étroit avec cette association qui a été créée en 2021, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Donc, 50 000 € pour le pôle métropolitain. Vous avez un montant des adhésions avec 40 membres qui monte à 2 000 €. Et puis, le sponsoring et le mécénat à 1 500 €. Ça, ce sont pour les produits. Vous avez un total de 62 941 €. Et puis après, vous avez donc la répartition des charges entre les publicités, les rémunérations, les déplacements, réceptions, les frais administratifs, pour un montant de 62 400 €, ce qui vous fait un résultat de 541 €. Est-ce qu'il y a des questions avant de vous proposer la délibération? Non, pas de questions. Peut-être préciser que a aussi été proposé à l'issue du conseil d'administration, là, il y a à peu près un mois, qu'il y a un binôme avec un technicien, donc des lieux totems, associé donc à une personne du conseil d'administration pour vraiment au niveau territorial travailler sur des actions coordonnées et pour répondre à nos enjeux de gouvernance, parce que 50 000 €, c'est pas rien. Donc voilà, il faut maintenant développer la territorialisation de l'action French Tech sur l'ensemble du territoire. Alors, ce soir, j'ai une question, pardon, je vous coupe. Oui, allez-y. Je n'allais pas l'aborder, mais comme vous l'abordez, donc on a eu un échange avec Marion et peut-être vous-même à Tonon Agglomération et l'AEC, et on ne partage pas le profil de poste qui est proposé, puisque nous avions déjà ce poste. Et donc, on souhaiterait un poste qui soit plus orienté vers les startups que celui qui est proposé. Ce n'est pas arrêté aujourd'hui, hein, donc voilà, je réitère notre position. Oui, une précision peut-être. Marion va apporter une précision à cette remarque de Claude. D'accord. Marion. Oui, merci. Effectivement, on a eu un Cotech French Tech justement ce matin avec des discussions sur le profil de poste. Tous les lieux totems étaient représentés. Et il y a eu une demande de plusieurs lieux totems d'avoir un peu plus de technicité. Donc, le profil de poste va être modifié et il y a une recherche de solutions en cours pour effectivement répondre à ce besoin.
Il y a plusieurs solutions qui ont été envisagées ce matin. Et techniquement, on se retrouve dans 10 jours pour voir si on a trouvé la bonne solution. Mais en tout cas, ça a bien été relayé et on prend bien en compte cette demande. D'accord, bah, j'avais pas eu le retour de ce Codetech, donc ben, merci Marion de ces éléments. Parfait. Merci. Il y avait Nadine. Oui, oui, merci. Moi, j'avais une petite question sur la slide d'avant, Aurélie. Concernant l'adhésion, donc 40 membres, 2000, ça fait 50 € par membre. Alors, je ne suis pas contre les 50 000 € de la subvention, de la demande, c'est pas ça, mais 50 €, c'est, on va dire, relativement peu. Alors, je ne sais pas comment a été défini ce montant. Est-ce que… C'est eux. Voilà, c'était juste avoir cette petite question, on va dire, comptable. Pourquoi 50 €? Je trouve que ce n'est pas énorme, mais bon, c'est une petite question comme ça, voilà. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve que c'est peu. Alors, il ne faut pas que ça soit élevé, hein, c'est sûr, parce que quand on a 40 membres, l'idée, c'est que les gens aient envie et que ça ne leur coûte pas beaucoup. Mais oui, bah, écoute, je leur poserai la question. Mais en même temps, on est d'accord que si ça monte à 100, 150, c'est un peu plus, mais ce n'est pas non plus dingue. Et que de toute façon, ils ne voudront pas, pour le moment, puisque c'est quand même le lancement de cette French Tech Alp depuis 2 ans, monter sur des sommes trop importantes. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut aborder, hein. Oui, c'est une question qu'on peut aborder. J'ajouterais quand même que ce sont des startups qui sont nombreuses à partir de rien. C'est-à-dire que leur premier souci, c'est de trouver des fonds pour pouvoir se mettre en situation de fonctionnement. Hein. Ce n'est pas des entreprises déjà installées depuis longtemps. Donc, ça explique sans doute la faiblesse de l'adhésion qui pourrait, je suis d'accord avec Aurélie, éventuellement être revue. Mais après, ils s'organisent librement, mais c'est une suggestion qu'on pourrait leur faire. Je comprends. Merci. Je t'en prie. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, donc, Moi, je voudrais ajouter, si tu permets, Aurélie, je voudrais simplement ajouter que pour avoir assisté depuis le début aux assemblées générales de la French Tech, d'abord, que Aurélie peut le confirmer, hein, Denis Maire, qui était à la dernière également, on peut le préciser. Il y a une vraie dynamique, il y a des choses très importantes qui se passent sur ce territoire, et savoir qu'il y a 60 entreprises qui, j'allais dire, innovent, inventent quelque chose et qui sont sur le territoire, c'est assez réjouissant. Et comme nous sommes en train de redéfinir le rôle du pôle dans le développement économique sur le territoire, je pense que là, on joue pleinement notre rôle, puisqu'on est aux côtés d'entreprises qui démarrent. Hein. C'est vraiment les startups qui sont là. Et en plus, on a maintenant la chance d'en avoir quasiment, d'avoir des lieux totems répartis sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a un très bon travail qui a été fait depuis qu'on s'est mis aux côtés de la French Tech. Aurélie, je te laisse terminer. Oui, ils sont extrêmement enthousiastes, ça c'est sûr. Donc, au regard de ces éléments, donc, on vous propose ce soir d'approuver le projet de convention de partenariat et de financement avec la French Tech du Genevois français portant sur l'année 2023, d'autoriser Monsieur le Président du pôle métropolitain du Genevois français à la signer, ainsi que les différents documents y afférents, et enfin d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 € à cette association pour cette période d'une année selon les modalités fixées dans le projet de convention annexé à la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. On passe à la candidature du pôle à l'AMI Économie sociale et solidaire auprès de l'ADEME. Et je crois que c'est Sébastien Javoc qui va rapporter. Oui, alors écoutez, l'ADEME est en train de lancer un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités sur la thématique donc, de la transition écologique et en lien avec l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire. L'objectif de cet AMI, comme vous le voyez, c'est d'accompagner 10 territoires sur 3 ans avec 3 grandes thématiques, l'innovation sociale entre acteurs territoriaux,
des approches territoriales autour de la sobriété et voir quelles expérimentations on peut tirer de nos territoires, et l'utilisation de récits pour consolider une ambition dédiée à l'innovation sociale. Voilà les grandes orientations. Alors, l'AMI, comment on configure la réponse, c'est surtout sur de l'accompagnement d'ingénierie au niveau de la politique que l'on mène sur l'innovation sociale au sein du pôle. Ça, c'est le premier point. La partie financière de cette AMI pourrait résulter sur un soutien financier de l'ordre de 70 000 euros, et on flécherait cet appui sur le marché public. Vous savez qu'on a lancé sur tout ce volant transition écologique et solidaire au sein du pôle, et notamment en lien avec l'opérateur Innoval qu'on a retenu, qui a plusieurs lots à porter sur ce sujet. Donc, on orienterait les 70 000 euros retenus de cette façon-là. Et puis, je veux bien la slide d'après. Et puis, surtout, d'orienter dans notre réponse un projet de structuration de filières locales d'ENR, photovoltaïque et thermique, parce que voilà, on souhaite pouvoir bonifier tout le travail qu'on a lancé au niveau du pôle sur l'accompagnement qu'on a eu à la création de coopératives citoyennes, et puis élargir les réflexions sur des productions potentiellement locales de panneaux photovoltaïques ou pas. Voilà, il y a plusieurs sujets qui sont en cours de réflexion au travers de l'accompagnement qu'on a d'Innoval, et tout ça pourrait venir s'inscrire dans cette AMI que l'ADEME lance. Alors, il y a encore un petit peu de rédaction à faire. En tout cas, l'idée de ce soir est de vous proposer cette orientation-là, et pour pouvoir répondre favorablement à cette AMI et bénéficier de cet accompagnement, et surtout continuer à bénéficier des bons rapports qu'on a avec l'ADEME et cette vision qu'ils ont de notre territoire, une vision plutôt innovante sur les relations d'abord que l'on porte au niveau du Grand Genève, mais surtout sur les déclinaisons opérationnelles sur ce grand volet ce grand volant qu'est l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. Voilà, donc on vous propose de pouvoir autoriser le président à signer cette candidature au nom du pôle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur l'objet de l'AMI et la façon dont on y répondrait. Des questions ou des remarques pour Sébastien? Je crois que le choix, voilà, il est tout à fait respectable et il est dans le cadre de notre politique et de nos feuilles de route. Reste à faire que la candidature soit la mieux présentée possible. Et je trouve que le fait de la cibler sur la structuration d'une filière locale NR, photovoltaïque et thermique, et sur les coopératives citoyennes, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Pas de questions particulières? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, comme c'est une délibération, on peut passer au vote. Il faut passer au vote. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. 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 Nous avons dit au départ, et je le dis à Pierre-Jean parce qu'il n'était pas là au tout début, qu'on reportait cette question au prochain, la question suivante sur la convention de partenariat avec la Banque des Territoires, pour ne pas la traiter deux fois. On attend d'avoir le retour de la convention de la Banque des Territoires et d'avoir tous les éléments. Ça, il n'y aura pas grand-chose de changer, mais ce n'est pas la peine de traiter deux fois le sujet, puisqu'on le verra en avril prochain avec l'ensemble des éléments. Vous avez quand même les documents là, et vous avez les grandes lignes de ce que on aura dans la convention, que l'on passera avec la Banque des Territoires, que l'on renouvellera avec la Banque des Territoires. On va faire un point sur la réalisation de la trame noire, et notamment notre partenariat avec l'EPIA. C'est Sébastien, oui. Ouais. Alors, très rapidement, pour
pour vous expliquer qu'on a pris une délibération en bureau pour une convention avec l'EPIA pour nous accompagner sur la finalisation de la trame noire. Vous savez que quand on fait de l'acquisition de photos satellites, il y a toute une série de process informatiques pour pouvoir extraire des informations, traiter toute l'information qu'on a pu acquérir sous forme de photos satellites et passer aux phases de modélisation et donc de réalisation de cartes pour mieux comprendre toutes ces trames noires. Donc voilà la délibération qu'on a prise en bureau et qui permet de vous rappeler que cette démarche de trame noire est en cours, que les dernières photos satellites sont en train d'être prises. Et si on a pris cette délibération, c'est vraiment pour pouvoir faire cette dernière phase notamment de modélisation des données qui ont été acquises. Voilà donc pour le point d'information. Et puis vous redire que bien sûr cette convention de partenariat fait l'objet d'un point tarifaire, mais très modique eu égard au travail précieux que l'EPIA apporte dans toutes ces phases d'extraction et de modélisation. On en a pour 5 948 € TTC. Et franchement, je peux vous dire qu'avec le chouette boulot qui est fait, c'est une bonne convention en tout cas, et technique et tarifaire. Voilà, et puis les retours vont se faire le plus rapidement possible dans les mois qui arrivent. Merci. Voilà Une intervention de Christian Abicher. Juste repréciser qui est exactement l'EPIA. Alors, l'EPIA est une des hautes écoles de Genève, du canton de Genève. Elle fait partie des HES, hein, les hautes écoles spécialisées. Voilà. Merci. Et l'EPIA, je ne sais plus ce que ça veut dire. Alors, haute école pour le P, c'est paysage, je crois. Paysage, et puis le I et le H, je ne me souviens plus. On va rapidement googliser tout ça. Paysage, ingénierie architecture. Paysage, ingénierie, architecture. Voilà, merci. C'est celle qui se trouve à côté de la gare Cornavin? Oui, derrière la gare Cornavin. Non, par contre, ça, c'est sûr. Voilà. Très bien. Pas d'autres questions? Merci. On a un dernier point qui concerne la mobilité et qu'il s'agit de renouveler l'adhésion à la plateforme Agir pour 2023. Je vais redonner la parole à Christelle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un renouvellement d'adhésion donc dans une association qui a été fondue par des élus et qui répond aux besoins en fait des AOM et des entreprises de transport indépendantes. On a actuellement 270 adhérents, dont le pôle, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier donc à la fois de 6 jours de formation qui sont donc, enfin 6 jours qui sont soit pour la formation, soit pour de la veille juridique, soit pour du conseil. Donc, sur tous les domaines de la mobilité, ils organisent pour nous une veille juridique sur l'actualité nationale qui est importante au titre de la LOM, des versements de transport, mais demain, l'impact mobilité ZAN. Enfin, on surveille tout ça par ce biais-là. Et puis, il y a une plateforme d'échange à la fois des bonnes pratiques, de toutes les questions dont on peut se poser en termes de gestion des transports publics avec des groupes de travail, un catalogue de formation, des webinaires, des journées d'études et puis un réseau social qui est en ligne pour les agents. Voilà, donc 6 jours d'expertise, je vous en ai parlé, et puis un catalogue de formation. Donc, il vous est proposé de renouveler cette addition qui est bien précieuse pour aller surveiller les textes nationaux en la matière. Et donc, c'est une cotisation de 10 000 € hors taxe, 12 000 € TTC. Et je répète ce que tu as dit, c'est bien pour le pôle et ses membres. C'est-à-dire les EPCI peuvent candidater, peuvent avoir accès aux mêmes renseignements, mêmes éléments que le pôle lui-même. C'est ça. Pas de questions? Je pense qu'il y a aussi l'unanimité sur cette délibération. Pas de vote contre, une abstention. Merci. Bien, on arrive au bout de l'ordre du jour, je vous en remercie. Il n'y a pas un point que vous vouliez aborder? Non, personne?
Donc, je vous remercie de votre participation. Je remercie aussi les gens qui nous suivent sur Internet, et notamment les journalistes que je salue. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Dis donc, Frédéric, maintenant qu'on est tout seul, là, ça va, la santé, là, tu as un gros rhume, comme on dit. J'entends plus vous avez coupé le micro, là.